Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur les comics Dark Droids. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu les numéros 36 à 38 de Star Wars 2020, 35 à 37 de Darth Vader 2020, 33 à 35 de Dr. Aphra 2020, 35 à 37 de Bounty Hunters et 1 et 2 de Dark Droids. Le numéro 36 de la série régulière Star Wars s'ouvre sur une tentative de l'Alliance rebelle de déstabiliser l'Empire en réalisant une frappe éclair en son centre, la planète capitale Coruscant. Pour ce faire, les rebelles décident de cacher le Faucon Millenium et 3 A-Wing à bord d'un transport fertilisant pour les fermes d'algues, mais 2 A-Wing ne survivent pas à l'assaut piloté par Brienne Rowan, un nouveau personnage, et Freita Smith qui faisait partie de l'escadron Flambeau. Au final, seuls Lando Calrissian, Chewbacca et Nien Nunb ont réussi à accomplir la mission. Le transport de fertilisant des rebelles s'appelle le Pika's Bride, soit la fierté de Pika, probablement une référence à Pika Adren, une pilote de l'époque de la Haute République, qui a aidé les Jedi lors de la grande catastrophe de l'hyperespace. Et je dis que c'est probablement une référence à ce personnage parce que le comic est écrit par Charles Soule, qui a raconté les premières aventures de Pika Adren dans la nouvelle Partir Ensemble et le roman À la lumière des Jedi. Mais ce vaisseau a un autre détail intéressant, son design. En effet, il s'agit d'un vaisseau de ravitaillement de classe Altor, directement repris de l'univers légende. Et c'est même plus compliqué que ça en réalité, puisque ce design est né d'un vaisseau du Fanon, c'est-à-dire créé par la communauté. L'intention première d'Ancel Siao, son concepteur, était de créer un vaisseau capable de réapprovisionner un vaisseau unique de taille comparable à un Super Star Destroyer de classe Executor ou un escadron entier de vaisseaux plus petits. Lorsque Lucas Licensing l'a contacté pour fournir des illustrations pour le beau livre The Essential Guide to Warfare, Siao a soumis ses propres dessins en plus de nouveaux modèles, ainsi que leur nom. Et en restant dans les références faites au vaisseau, on aperçoit dans l'espace de Coruscant une station spatiale au design existant dans le Légende. Il s'agit d'une plateforme de défense Golan 2. Il existe 3 versions de ces plateformes à l'époque de l'Empire, créées par l'auteur Timothy Zahn dans la trilogie La Croisade Noire du Jedi Fou ou encore dans la duologie La Main de Throne. Et c'est le jeu vidéo X-Wing Alliance qui leur a donné leur visuel, repris ici par le comic. La mission des rebelles sur Coruscant est de marquer un coup suffisamment fort pour montrer à la galaxie que même la capitale de l'Empire n'est pas sécurisée à 100%. Ainsi, quoi de mieux que de s'attaquer directement à un des symboles du pouvoir impérial, la statue de l'empereur lui-même sur la place des Monuments, le seul lieu de Coruscant où la surface de la planète est visible, avec le sommet de la plus haute montagne appelée Umat. Les rebelles parviennent bien à endommager la statue de Palpatine, mais elle sera rapidement réparée puisque c'est elle qui tombe après la mort de l'empereur à la fin du Retour de Jedi. D'ailleurs, la chute de ces statues entraînera de nombreuses victimes car les forces de sécurité de Coruscant interviendront rapidement, créant un énorme chaos. Pour échapper aux chasseurs taille, Lando s'engouffre avec le Faucon Millenium dans les entrailles de la capitale impériale, ce qui nous permet de découvrir de nombreux niveaux souterrains. On commence au niveau 5127, le plus haut niveau de la planète, et donc sa surface, et représente ce que l'on appelle la ville galactique, les niveaux inférieurs étant le monde souterrain. Dès le niveau 3726, on rencontre un gang qui semble contrôler la zone. Au niveau 2908, on peut encore voir un peu de végétation. Au niveau 2007, le Faucon Millenium parvient à se débarrasser de quelques tailles. Et puis nous arrivons au fameux niveau 1313, souvent appelé 1313. Ce niveau a été créé pour ce qui aurait dû être la première série live-action Star Wars, alors produite par George Lucas à partir de 2005, Star Wars Underworld, avec Saw Gerrera. Mais suite à des problèmes de budget, le créateur de Star Wars a annoncé l'arrêt du projet en 2010. Le niveau a failli revenir lorsqu'en 2012 a été révélé le trailer d'un nouveau jeu vidéo, Star Wars 1313. Mais ce projet a subi de très gros problèmes lors de sa production, entre les conflits des créatifs et le rachat du Lucasfilm par Disney. 1313 a fini par tomber à l'eau. Mais le niveau 1313 a fini par apparaître dans The Clone Wars comme étant le niveau où se rendent toujours les personnages principaux lorsqu'ils vont dans la ville basse de Coruscant. Le Faucon passe ensuite au niveau 777 qui n'a rien de spécial, le niveau 201 avec les ruines d'un destroyer stellaire de classe Venator datant de la guerre des clones, on se demande bien comment il a pu atterrir si profond sous la surface de la planète, et enfin le niveau 128 qui semble abriter une mystérieuse et géante créature. Enfin, Lando et Nien Nunb finissent par sortir des souterrains de la même manière que Cal Kestis s'enfuit de Coruscant au début du jeu vidéo Jedi Survivor. Mais le clin d'œil de cette scène est surtout fait au retour du Jedi, avec le Faucon Millenium avec à bord Lando Calrissian et Nien Nunb qui s'échappent de l'étoile de la mort 2 en destruction.
Bounty Hunters numéro 35 s'ouvre sur Tonga qui se rend au club de la guilde des chasseurs de primes de la planète Dassem afin de former une équipe pour traquer Boba Fett. Parmi les membres de cette nouvelle équipe de chasseurs de primes, on retrouve des habitués qui étaient déjà avec Tonga comme Bossk Wasaka Kradosk, Catlom, Zuckuss et Bailert Valance, mais viennent s'ajouter Keltana, une chasseuse de primes découverte dans la série de comics Han Solo et Chewbacca, avec son ami Claudite Katak, Durge, le chasseur de primes Gendai issu de l'univers légende, et ramené dans le canon via la série Dr. Aphra, et Deathstick, une assassine dathomirienne amenée via le jeu vidéo Uprising. Mais dans le club, on retrouve aussi deux têtes connues, avec le chasseur de primes Dengar, bien connu de la série Bounty Hunters, accompagné de sa femme Manaru, ramenée elle aussi du légende dans les précédents numéros de la série. Mais dans ce club, on retrouve aussi quelques espèces que l'on voit rarement, comme le Bouzodian de l'ascension de Skywalker qui sert de videur, un Kyuzo comme le chasseur de primes Embo avec son chapeau emblématique de son espèce, et un Hook qui vient frapper Katak. Les Hooks ont été canonisés par le roman jeunesse Les Aventures d'Ezra, mais viennent du roman légende Han Solo et les Trésors de Xim, finale de la trilogie Les Aventures de Han Solo. On peut d'ailleurs remarquer que le Hook de Bounty Hunters reprend exactement le design de la représentation d'un Hook dans le beau livre légende Ultimate Alien Anthology de 2003. Dans ce bar est aussi présent Jericho, un humain mutant qui fume une pipe sur Tatooine dans Un Nouvel Espoir. La nouvelle fine équipe de Tonga retrouve enfin Boba Fett sur la lune de Rishi et plus précisément dans les décombres d'une ancienne station de la République Galactique détruite durant la guerre des clones pour empêcher que l'alliance séparatiste ne s'en empare pour envahir Kamino, le berceau de la grande armée de la République. Ces événements sont présents dans la première saison de la série animée The Clone Wars, et dans le comic on retrouve aussi des Nibrés qui étaient déjà présents dans l'épisode animé. Aux côtés de Boba Fett, on retrouve un alien aviaire, il s'agit d'un Rishi, écrit avec 2 i, alors que sa palette d'origine n'en a qu'un seul. C'est la canonisation d'une nouvelle espèce apparue à l'origine dans le Free Comic Book Day de 2009 de Dark Horse Comics, où les Rishi se battaient déjà avec la République contre les séparatistes. Toujours dans leur quête de redonner à Bailert Valance sa mémoire, les chasseurs de primes organisent un faux enlèvement de Boba Fett pour le livrer au Soleil Noir sur Kanchi, la lune décharge d'Ord Mantell. Kanchi avait été mentionné à l'origine dans le roman Dette de vie, 2e tome de la trilogie de romans Riposte, lorsque la grande amirale Rey Sloane cherchait à connaître le passé de son rival à la tête de l'Empire, l'amiral Gallius Rax. Il s'avère que Rax est originaire de Jakku et avait été emmené dans la galaxie par Sheev Palpatine à bord de son vaisseau personnel l'Imperialis, dont les restes se sont justement retrouvés dans cette décharge qu'est Kanchi. Kanchi a aussi été le théâtre d'un affrontement entre les Jedi et les Nihil à l'époque de la Haute République dans la série de comics La Haute République Les Aventures de la phase 1. Sur cette lune, les chasseurs de primes rencontrent le Fa'Olin Xanac Grunseit qui se dit être le petit-neveu du légendaire Xomit Grunseit, le leader du Soleil Noir au début de la guerre des clones et décapité par Savage Opress sur Mustafar lorsque Dark Maul constituait son collectif des ombres, une organisation regroupant les plus grands syndicats du crime. En assassinant tout ce groupe du Soleil Noir qui complotait pour renverser l'actuel dirigeant de l'organisation, Boba Fett récupère les coordonnées qui mènent à un réparateur de cyborgs appelé Tar Clixon. Clixon est un personnage que l'on verra dans la suite de Bounty Hunters, mais je suis obligé de parler un peu de lui ici par rapport à ce que dit Boba Fett ensuite. Clixon est à l'origine un cyborg de la série de comics légende Star Wars de 1977 qui dirige la lune Clixon, aussi appelée Monde des Droïdes. Mais son passé a été développé bien plus tard sur le blog de StarWars.com où on apprend notamment que Clixon a été en contact avec Jango Fett, qui les recruta au sein du Chowvaldar, un groupe de guerriers chargé de former les soldats Sehera et les commandos clones sur Kamino pour le compte de la Grande Armée de la République. Cependant, désireux de retourner au combat, Clixon s'est rapidement enrôlé dans la Grande Armée, devenant l'un des rares officiers non-clones de la force militaire. Après avoir combattu à Sluisvan et Price-Itlin et survécu jusqu'à la fin de la guerre, Clixon est resté avec ses troupes lorsque la Grande Armée est devenue l'armée impériale, devenant capitaine dans le Nouvel Ordre. Le dernier numéro de Dr. Aphra s'était conclu sur le cliffhanger de la présence des Jedi Aayla Secura et Shakti sur la planète Sazon alors qu'elles sont décédées depuis 2 décennies. Mais ce numéro 33 débute par un flashback à l'époque où les Jedi étaient encore bel et bien vivantes. On y voit Aayla Secura entraîner des Padawans ou des novices près d'un vaisseau Jedi, navette T6 comme vu dans The Clone Wars ou encore Ahsoka. Bien évidemment, Aayla Secura et Shakti ne sont pas réellement présentes, ce sont de simples hologrammes installés pour dissuader les gens comme Luke Skywalker et Chelilona Aphra de fouiner dans le coin.
Et il y a une bonne raison à cela, puisque ici dans le temple de Sazon est enfermée une étrange créature à l'aide de la cloche de Kaisu, dont son résonnement contre les parois de cristal du temple maintient éloignée la créature. Cette créature que libère le Jedi et l'archéologue en détruisant la cloche est un stellaroïde, une espèce canonisée de l'univers légende, d'abord dépeinte dans le livre de jeu de rôle Ultimate Adversaries. Ces créatures apparaissent aux spationautes et qui réparent leurs vaisseaux dans l'hyperespace ou à bord de vaisseaux voyageant dans l'hyperespace. Un stellaroïde choisit une cible et après avoir été repéré, émet un cri télépathique qui terrifie la plupart des individus. Les stellaroïdes sont de puissantes créatures capables d'utiliser la force et vouent une haine farouche aux utilisateurs de la force, ce qui a conduit certains Jedi à penser qu'il s'agit d'apparitions créées par le côté obscur de la force. Et dans le codex du jeu vidéo The Old Republic, on apprend que lors du premier conflit entre la République Galactique et l'Empire Sith reconstitué, le maître Jedi Waylet sauva son padawan Xerender et de nombreux membres du Conseil Jedi d'une célèbre stellaroïde connue sous le nom de Reine Stellaroïde. Et cette représentation légende des stellaroïdes est totalement reprise dans le numéro suivant, où on voit Ayla Secura et Shaak Ti capturer l'individu de Sazon dans le vide de l'espace, probablement après qu'il ait tué plusieurs voyageurs hyperspatiaux. Les Jedi sont ici à bord d'Interceptor Actis Eta 2, ce qui sous-entend que cette intrigue dans le passé se déroule durant la guerre des clones. On ne voit pas la couleur du vaisseau de Shaak Ti, mais le chasseur d'Ayla Secura est bien bleu, comme représenté dans les comics légendes Obsession. D'ailleurs, le droïde astromécano d'Ayla dans ses comics est R4G9, celui qui accompagnera Obi-Wan Kenobi sur Utapau ou dans la Revanche des Sith à bord d'un autre Actis Eta 2 bleu. Ici, dans Dr. Aphra, le droïde semble avoir la même couleur que R4G9, il est donc fort probable que ce soit lui. On poursuit l'histoire d'Aphra, mais dans la série Dark Vador, avec le numéro 35, où on la retrouve sur la planète Cécide dans la bordure extérieure, une planète rapidement mentionnée dans le supplément de jeu de rôle légende Galaxy Guide 12 Aliens, Enemies and Allies, comme planète d'origine de l'espèce des Draedan, mais bien plus développée dans le canon puisqu'elle est la planète océanique dans le roman Cible Mouvante, et où elle est présentée comme une grande planète touristique de l'époque impériale. Mais Aphra est capturé par Dark Vador et Ochi de Bestoon et emmené à bord de leur navette d'un modèle inconnu, mais qui semble être une sorte d'ancêtre à la navette légère de classe Xi du Premier Ordre que l'on voit notamment dans les derniers Jedi. L'archéologue emmène ensuite le Seigneur Noir des Sith et le chasseur de Jedi sur la surface de la planète Ringo Vinda, apparu uniquement dans un épisode de The Clone Wars où la République Galactique et la Confédération des Systèmes Indépendants se sont affrontés dans l'anneau entourant la planète. C'est lors de cette bataille que la puce inhibitrice du soda clone CT-5385 TUP a activé trop tôt l'ordre 66, causant la mort de la Jedi Tiplar. Mais il y a un autre détail intéressant, c'est qu'Aphra les dirige vers le repère oublié du docteur Istan Zali, un scientifique séparatiste et expert du Kyber, mentionné dans le roman Catalyseur, où Galen Erso, le concepteur du canon de l'étoile de la mort, a réfuté la théorie de Zali auprès du Grand Moff Tarkin, selon laquelle une grande quantité d'énergie provenant des cristaux Kyber peut être stockée dans un espace physique. C'est finalement cette technologie qui sera utilisée pour l'arme tueuse de planètes, puisque le canon de l'étoile de la mort fonctionne grâce à la puissance des cristaux Kyber. Dans ce repère, Aphra présente le bouclier de Zali à un bouclier en kyberite pur. La kyberite est le matériau sur lequel se développent les cristaux Kyber, et Istan Zali a émis l'hypothèse que la kyberite fonctionne à l'opposé du Kyber. Le Kyber annule et dissipe la force, tandis que la kyberite pourrait la canaliser et la rediriger. C'est l'utilité de ce bouclier que les séparatistes voulaient employer pour des êtres peu sensibles à la force pour faire face aux Jedi, mais qui sert désormais à un Vador coupé de la force. 2 semaines plus tôt, sur Z9 Cité 7, une organisation de droïdes détruits par Dark Vador puis reconstruit s'organise. On y retrouve 000 et BT1, le duo de droïdes assassins dont Vador s'est débarrassé, G90 qui a remis en doute les ordres de Vador à propos de torture sur des prisonniers, 06, le capitaine de la meute droïde de Bestoon, Z67, celui qui a aidé Dark Vador dans son enquête sur la mort de Padmé Amidala, et même Arex, le droïde d'entraînement du maître Jedi Kirak Infila, que Vador a assassiné sur Aldolim pour récupérer le cristal Kyber de son sabre laser et le saigner pour en faire le sien. Et nous entrons enfin dans le 4e et dernier crossover de cette période entre l'Empire contre-attaque et le retour de Jedi. Il se nomme Dark Droids et présente une invasion droïde à l'échelle galactique.
Mais nous commençons tout d'abord par une voix off qui analyse l'état de la galaxie à un instant T, ce qui me fait d'ailleurs pas mal penser au réveil d'Ultron dans Avengers l'ère d'Ultron, un être né d'une IA et de sources magiques, un peu comme ce futur fléau né de l'union de l'étincelle éternelle, une intelligence artificielle donc conçue pour vaincre les Sith, et d'un droïde banni dans la cage de Fermata par les Sith eux-mêmes. Mais donc, grâce à cette introspection, on peut voir plusieurs lieux et personnages de la galaxie, dont Luke Skywalker qui est toujours à la recherche des savoirs perdus des Jedi, et qui mentionne le secteur Tammuz comme lieu potentiel à visiter. Le secteur Tammuz apparaît dans les comics Poe Dameron avec la planète Kadak, ou encore dans la mini-série de comics La Lame de la phase 2 de la Haute République avec la planète Gonseivor, mais provient de l'univers légende et de la série animée Droid avec la bien nommée Tammuzan. Dark Vador s'entraîne lui probablement dans son château sur Mustafar avec un droïde impérial d'entraînement, un modèle rapidement aperçu dans la série de comics Le Seigneur Noir des Sith, mais contre lequel on peut se battre justement sur Mustafar dans le jeu vidéo en réalité virtuelle Vader Immortal. Et les autres planches présentent diverses variétés de droïdes, des guerriers avec des droïdes de combat de série B1 et même un droïde de combat commandant OOM, des tueurs avec BT1 et 000, de loyaux partenaires avec le chasseur de primes 4 l'homme, des amants avec L337 qui fait désormais partie intégrante du Faucon Millenium aujourd'hui piloté par son amant Lando Calrissian, des serviteurs avec le parloïde volé par les rebelles au début de la série Star Wars de 2020 et qui est désormais aux mains de Jabba le Hutt, des droïdes qui peuvent dire aux organiques où aller avec un droïde astromécano de série R5, des droïdes qui participent à leur bataille avec C110P aka Chopper de la série animée Rebels, des droïdes qui guérissent avec un droïde chirurgien de série 2-1B, des droïdes qui bâtissent leur maison avec un droïde ouvrier quelconque dont le modèle n'est pas connu, et des droïdes qui fournissent l'énergie d'alimentation de leur société avec un droïde d'alimentation de série GNK appelé Gonk. De retour à la réalité, l'empereur a envoyé un destroyer stellaire nettoyer le champ de bataille de la fin de Hidden Empire sur la station Amaxine, et c'est à cette occasion que le fléau se lie avec son premier être mécanique, un droïde de sécurité de série KX. À bord du destroyer stellaire, on va retrouver d'autres modèles avec des droïdes de protocole de série RA7, des droïdes de réparation de série MSE6 ou droïdes souris, et même des droïdes serviteurs de série V que l'on ne voit que dans le retour de Jedi à bord de l'étoile de la mort 2 et qui assure la liaison avec le super destroyer stellaire Executor. Au début du numéro 37 de la série Star Wars, Lobot fait une sorte de court-circuit qui cause d'énormes défaillances dans l'armement de la sécurité de la flotte de l'Alliance rebelle. L'amiral Djal Akbar réagit à cet événement avec l'expression par les mers ardentes de Dak, Dak étant simplement un autre nom de la planète d'origine de son espèce, Mon Cala. Dak est en fait le nom utilisé majoritairement dans l'univers légende, mais c'est la série animée The Clone Wars qui a popularisé Mon Cala comme nouveau nom de la planète des Mon Calamari. En voyant l'état de Lobot, Lando Calrissian se rappelle un des derniers moments qu'ils ont passé ensemble avant que Lobot ne soit devenu quasiment qu'un droïde. Il s'agit du début de la mini-série de comics Lando sur Castel, alors qu'il montait un coup pour voler le yacht de Palpatine, l'Imperialis. C'est donc l'occasion de voir des mentions de cette série avec Papa Tauren, le leader d'une famille criminelle, et la meuf Saria que Lando a draguée. La solution que trouve Lando Calrissian est alors de retrouver le parloïde chez Jabba le Hutt qui de son côté ne se plaît pas bien sur Tatooine. Il aurait fait perdre de l'argent à Jabba lors de négociations avec le Soleil Noir et dit savoir cela de Ephant Mon, un marchand d'armes Shevin que l'on voit justement dans le palais de Jabba dans Le Retour du Jedi. En punition de cette faute, le parloïde est envoyé dans les mains d'EV9D9 pour être calmé comme le sera R2D2 plus tard dans l'épisode 6. Et dans cet atelier, on peut reconnaître encore d'autres modèles avec des droïdes sondes Viper impériaux utilisés pour la reconnaissance et un droïde d'usage général ASP, un modèle introduit dans l'édition spéciale d'Un Nouvel Espoir et qui a différentes apparences entre l'ASP-7 de l'épisode 4, K05D surnommé Maximo de The Clone Wars, l'ASP-19 du supplément de jeu de rôle Knights of Fate et l'ASP-2 de Solo A Star Wars Story. De retour sur la série Dark Vador, ce dernier s'entraîne à retrouver la force sur Mustafar, tandis que son vaisseau, l'Executor, se fait envahir par le fléau des droïdes. Masameda charge alors le Seigneur Noir des Sith de s'occuper de cette situation fâcheuse et embarque à bord d'un transport de troupes impériales, le même modèle que ceux apparus dans la saison 2 de The Mandalorian et qui est un ancêtre du transport de troupes AAL 1971 9.1 du Premier Ordre.
Voyant que la situation dégénère, le grand vizir envoie l'amiral Korlek détruire l'exécutor afin d'éviter la propagation de cet étrange mal. Korlek était déjà apparu au début de la série Darth Vader de 2020 lorsque l'empereur Palpatine avait envoyé des forces impériales chasser Dark Vador. Dans le numéro 35 de Dr. Aphra, des droïdes de la corporation Tage ont été volés et vendus sur Nar Shaddaa, et plus précisément à Euthaville, la capitale de la lune des contrebandiers, apparue pour la première fois lorsque Luke Skywalker a découvert Nar Shaddaa dans la série de comics Star Wars de 2015. Domina Tage, l'actuelle dirigeante de la corporation, raconte que c'est elle qui a confectionné ces droïdes quand elle était enfant. En effet, durant son enfance, les Tage étaient des séparatistes pendant la guerre des clones et ont tenté de remporter le contrat de fabrication des droïdes de combat. Les parents de Domina s'appellent Sanya et Killian Tage et on les avait déjà aperçus sur un tableau dans le one-shot sur Bush de War of the Bounty Hunters. Killian Tage est lui un personnage original, mais Sanya Tage existait elle déjà dans l'univers légende, où elle avait déjà amené sa famille à rejoindre la Confédération des systèmes indépendants. Lors d'un flashback dans lequel Domina est en train de concevoir ses droïdes de combat, elle est interpellée par ses trois frères, Ulrich, Silas et Orman, tous apparus en version adulte dans le one-shot sur Bush et tous provenant des comics Marvel de 1977. Domina Tage engage alors le Dr. Aphra et Chance pour enquêter sur ces droïdes qui agissent sans source d'énergie. Les contrebandiers se rendent alors sur Zolchos, une boîte de nuit sur la planète Galator 3, là où se sont rencontrés Kes Dameron et Charabé, les parents de Poe Dameron. Le numéro 37 poursuit ce que je développais plus tôt concernant Tark Klickson, puisque nous voyons un rapide flashback de lui avec Jango Fett. La relation entre Klickson et Jango est déjà canonisée, mais ici aucune mention d'entraînement de clones sur Kamino ou de lien avec la République Galactique ni l'armée de manière générale. En tout cas, aucune mention concernant Klickson, mais Jango contacte Tonwi pour la convaincre de soigner son ami sur Kamino, mais celle-ci refuse. Tonwi est la Kaminoenne qui accueille Obi-Wan Kenobi sur sa planète dans l'attaque des clones, et celle en charge du projet de la Grande Armée de la République avec le Premier ministre Lamassou. Tark Klickson demande alors à Jango Fett de l'emmener sur une mystérieuse station dans le non-espace appelée Refuge, qui s'avère être une ancienne station du clan Klickson qui a recueilli à l'époque de la Haute République les restes d'Ajax et Sigma et de son armée de droïdes. Ajax est ce droïde introduit dans le one-shot Revelations de 2022 qui a mené une révolution pour libérer des droïdes mais qui a été arrêté par les Jedi. Le clan Klickson a alors caché les restes de ce groupe sur cette lune en attendant le retour d'Ajax. Il s'agit de l'adaptation canon de la lune de Klickson du Légende, la station que j'avais déjà évoquée. Et d'ailleurs, dans la trame du présent, l'arrivée de l'Enigma Catalyst face à la station reprend la même mise en scène que l'arrivée du vaisseau de Luke Skywalker dans les comics de 77. Dans le numéro 2 de la mini-série Dark Droids, le fléau est parvenu sans trop de mal à infecter le métal, les autres droïdes. Mais le fléau en veut plus, le fléau veut la chair et la force. Et pour cela, il s'intéresse via C3PO lui aussi infecté à Luke Skywalker qui est un cyborg d'une certaine manière avec sa main robotique et surtout à Dark Vador qui maîtrise parfaitement la force, bon pas trop en ce moment et qui est selon un certain Jedi plus une machine qu'un homme. He's more machine now than man, twisted and evil. À bord du destroyer stellaire Chelator que le fléau a envahi, il y fait des expériences pour lier la machine à l'homme en créant des chimères abominables, mais sans succès apparent. Le fléau mentionne alors le chercheur Fitzengor qui aurait lui aussi réussi cet exploit. Fitzengor est un personnage du roman Barou d'honneur, obsédé par les droïdes et l'union biomécanique. À la fin du numéro, le fléau sème le chaos parmi la flotte de l'Alliance Rebelle en envoyant ses droïdes détruire plein d'infrastructures. Pendant ce temps, C3PO part rejoindre le destroyer stellaire du fléau à bord d'une navette Thailander, un modèle d'abord apparu dans l'attaque des clones et à de très nombreuses reprises dans les séries animées de Clone Wars et Rebels. Et le dernier numéro de comic que nous traiterons aujourd'hui est le 38e de la série Star Wars, dans lequel Lando Calrissian infiltre le palais de Jabba afin de récupérer le parloïde capable d'aider le bot. À l'entrée du palais, Lando les fait passer pour des gardes du casino de Jabba de Mos Espa, la ville de Tatooine où résidait Anakin Skywalker dans la menace fantôme. Lando explique que le bot a été piqué par une verrue des roches comme excuse, une créature du palais de Jabba dans Le Retour du Jedi, l'on distingue ici dans la pénombre et qui est bien connu pour son poison utilisé même par certains assassins.
Cependant, le fléau a déjà atteint le palais de Jabba et tous les droïdes se sont retournés contre ses occupants. C'est pourquoi un Dowutin se cache dans l'entrée. Cette espèce provient du réveil de la Force avec le chasseur et mercenaire Grumgar de la cantina de Takodana. Parmi les survivants, on compte aussi Boba Fett qui a déjà abattu plusieurs droïdes dont un modèle que je n'ai pas encore évoqué, un super droïde tactique de série ST, des droïdes utilisés lors de la guerre des clones pour diriger les batailles. Ils sont la version évoluée du droïde tactique de série T, utilisé lui uniquement au début de la guerre. Et enfin, Lando Calrissian, Lobot et le Parloid se retrouvent dans la cage du célèbre rancor de Jabba, Patissa, évidemment le même que Luke Skywalker affronte et vainc dans le retour de Jedi peu de temps après. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir notre critique en live que nous avons fait sur Twitch et dont la rediffusion est disponible sur la chaîne YouTube secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.